Donc, bienvenue à ce webinaire sur la charge de travail. Donc, vous êtes nombreux à être inscrits. Donc, bienvenue à tous. Donc, nous allons passer 1 heure et demie à peu près ensemble. On remercie d'ores et déjà l'ARS de nous avoir proposé ce webinaire et d'avoir accepté qu'on puisse échanger sur la thématique de la charge de travail. Donc, pour nous présenter, peut-être que certains, vous avez déjà entendu parler de notre réseau ANAC-TARACT. Donc, nous sommes un réseau avec des agences régionales et une agence nationale. Il y a autant d'agences régionales que de régions, ou presque. Et donc, notre mission principale, c'est d'accompagner les organisations du travail, les entreprises, les administrations, les associations dans des projets de transformation du travail pour faire en sorte, en fait, que chaque changement dans le travail, chaque transformation puisse être l'occasion d'améliorer les conditions de travail et d'adapter le changement à l'homme, au travailleur, plutôt que l'inverse. Donc, pour ça, on fait des sensibilisations, des formations, des accompagnements et on diffuse un certain nombre d'outils et de repères pour pouvoir outiller les organisations dans des démarches d'amélioration de conditions de travail, de qualité de vie au travail, de risques psychosociaux. Et donc, aujourd'hui, nous travaillons sur la thématique de la charge de travail. Cette thématique a été proposée dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec l'ARS, qui nous permet régulièrement de faire des web ateliers, des web échanges autour de différentes thématiques qui paraissent comme des sujets de questionnement ou des sujets émergents dans votre secteur. Et donc, ces thématiques permettent de vous apporter à la fois des éléments théoriques, des retours d'expérience et un certain nombre également d'outils pour pouvoir agir sur les thématiques chez vous. Et donc, vous retrouvez tous les séminaires, les webinaires ou les web ateliers qu'on a pu faire sur la page QVT de l'ARS, ainsi que des outils et les supports de présentation. Et on vous informe d'ores et déjà qu'il y aura un prochain web atelier le 15 novembre autour de l'usure et de la gestion des parcours professionnels. Et nous avons également un partenariat toujours avec l'ARS qui se développe autour des équipes mobiles QVT et du développement des communautés de pratique. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si toutefois cela vous intéresse. Donc, concernant le fonctionnement du chat, vous avez sûrement l'habitude, vous pouvez poser des questions sur la zone questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On va essayer de répondre de manière en alternance avec ma collègue Sandrine. Donc, on peut passer à côté de certaines questions. Donc, on va essayer de faire au mieux sur l'heure et demie. Mais n'hésitez pas à nous contacter également sur notre site internet ou par téléphone si vous avez besoin de poursuivre les échanges sur ce sujet après le webinaire. Donc, d'ores et déjà, sur la thématique de la charge de travail, ce qu'on peut vous dire qu'on ne fera pas ou qu'on ne va pas vous donner, malheureusement, on ne va pas vous donner une baguette magique qui va vous permettre, dès que vous allez rentrer sur votre poste de travail, de pouvoir réguler, analyser et repérer de manière miraculeuse la charge de travail parce que et vous allez le comprendre, c'est un sujet extrêmement complexe, mais pour autant, avec un minimum d'outils qui permet et de repères qui permet quand même de procéder à des petits ajustements, notamment par la discussion au travail, qui permettent de repérer plus facilement les charges de travail. Vous allez voir qu'on va parler des charges de travail et de pouvoir se rendre compte que c'est un sujet transversal qui vient questionner pas que la charge quantitative de travail, mais aussi on va dire, l'aspect, l'approche qualitative du travail et l'aspect également subjectif de la charge ressentie. Et d'ores et déjà, on peut vous dire que ce n'est pas parce que c'est de la charge ressentie qu'on ne doit pas la prendre en charge et la réguler. Et donc, on ne va pas vous donner des baguettes magiques parce que la seule baguette magique, c'est de pouvoir discuter de ce qui fait charge de travail réelle et ressentie. Et on va vous l'expliquer. Mais on n'a pas d'outil magique, ou sinon, je pense que tout le monde l'aurait déjà utilisé. Et on ne va pas non plus aller sur le côté psychologisation de la charge de travail parce que vous le verrez, ou pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos web ateliers, nous, on a une approche qui est d'agir sur l'organisation du travail pour pouvoir agir sur les conditions de réalisation du travail. Voilà. Donc, par exemple, on ne va pas vous dire qu'il faut faire une formation gestion du temps ou gestion du stress pour réguler la charge de travail. On ne dit pas que ce n'est pas utile, mais ça doit être complémentaire à une analyse de l'organisation du travail pour faire en sorte que les charges de travail soient soutenables pour tout le monde.
Donc voilà le programme de ce petit temps. Donc on va vous donner des repères. On aura le droit d'avoir un témoignage très riche du centre de gestion 79. Et puis après, on va vous présenter quelques outils très rapidement pour pouvoir agir. Alors déjà, on va vous commencer, je vais vous diffuser un petit sondage. Alors j'espère que la technique va être de notre côté, avec 3 petites questions pour pouvoir déjà nous permettre d'avoir des données sur votre rapport à la charge de travail et ce que vous faites déjà. Je lance le sondage et je croise les doigts pour que ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à commencer à répondre aux petites questions. Est-ce que mes collègues, vous voyez le sondage? Que là, j'ai pas... Ah si, je commence à avoir des réponses. C'est bon, ça arrive, super. La technique fonctionne. Et donc, j'ai oublié de dire qu'on était 2 sur l'animation de ce webinaire, en plus des témoins qui vont arriver. Et donc, on va se passer la parole avec ma collègue Sandrine, qui est également à l'ARACT Nouvelle-Aquitaine. Pendant que vous êtes en train de répondre à ce petit questionnaire, j'en profite pour vous saluer, vous préciser qu'on est présent sur toute la Nouvelle-Aquitaine, implanté sur 3 sites qui vous surprendront pas, Poitiers, Limoges et Bordeaux. Voilà, donc vous avez plusieurs antennes de notre agence en Nouvelle-Aquitaine. Alors déjà, sur la première question, ça commence à répondre. On a déjà une grande tendance qui se dessine sur qui est en charge d'analyser et de réguler la charge de travail. Donc principalement, la grande tendance qui se dessine sont les encadrants et les managers, sans grande surprise, parce qu'effectivement, c'est par le prescrit du manager une de ses missions. On voit également que sur la deuxième tendance sont plutôt les services de direction et tout ce qui peut être les services support au pilotage, j'imagine, de l'activité de travail. Donc voilà les 2 principales réponses. Et puis, quand même, pour l'instant, 20%, personne en particulier, parce que c'est vrai que cette thématique-là n'est pas forcément traitée sur une personne ou un service en particulier, parce que là encore, c'est complètement transversal et vous allez vous rendre compte, effectivement, dans les apports qu'on va vous donner, que ça concerne tout le monde. Donc, sur la deuxième question, à quel moment on s'occupe ou on s'inquiète de la charge de travail? Alors, on a deux grandes majorités qui se décident. Donc, à la demande d'un salarié ou d'un agent ou d'une équipe, effectivement, quand il y a une plainte ou en tout cas un phénomène j'imagine, de surcharge de travail, voire de sous-charge parfois, qui peut être remonté lors de situations de tension et de difficultés de coopération. Donc, voilà, sans grande surprise, là aussi, ce sont les 2 principaux phénomènes qui font qu'on va commencer à parler de la charge de travail. Donc, plutôt après qu'il y ait eu un phénomène, une situation ou une difficulté. Et nous avons aussi, effectivement, lors des entretiens professionnels annuels, autour de 50%, et quand il y a un imprévu, une urgence. Donc, toujours sur cette posture on n'est pas forcément en prévention ou en anticipation, mais plus quand il y a un sujet. Et sur la troisième question, les outils et les leviers, donc ça commence déjà à vous donner un certain nombre d'idées, de leviers et d'outils sur la charge de travail, qu'on va pouvoir détailler après. Donc, les entretiens individuels pour 72%, les discussions collectives, donc plutôt intéressant, effectivement. Et après, la mise à jour du prescrit, ce qu'on appelle le prescrit du travail, c'est-à-dire les procédures, les qualités, effectivement, qui permettent aussi d'agir et de réguler la charge de travail.
Donc, un peu moins de réponses sur le décompte d'activité ou les chroniques d'activité. Là, vous verrez, c'est des outils de caractérisation un peu spécifiques qui sont intéressants à prendre en main dès lors qu'il y a une petite assistance à la maîtrise et à l'emploi. Voilà, je vais mettre fin au sondage pour qu'on puisse continuer. Bon, si tout le monde n'a pas répondu, ce n'est pas très grave. Hop. Du coup, on peut apercevoir les résultats qui s'affichent. Ce serait surtout une affaire de manager, un petit peu de direction, plutôt lorsqu'il y a des demandes ou des aléas, des incidents, et quand même beaucoup de discussions collectives comme modalité de résolution, en même temps que les entretiens individuels. Je te laisse poursuivre, Hélène. On accueille Thomas, Ouais. qui sera participant pour témoigner sur ce sujet-là tout à l'heure. Bienvenue. Merci. Est-ce que vous voyez encore le partage des résultats? Oui. Alors, est-ce que je départage? Arrêtez le partage. Voilà. Normalement, vous ne le voyez plus. C'est bon. C'est bon, merci Sandrine. Donc, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit tour des petites représentations qu'on peut avoir autour de la charge de travail et qu'on peut entendre, et c'est tout à fait normal. Souvent, c'est vrai qu'on a une approche très psychologisante en fait, de la charge de travail, très individuelle, très subjective, en disant oui, si une personne, si Brigitte est en surcharge de travail, je ne comprends pas parce que Jean-Marc qui fait le même boulot, il n'est pas en surcharge. Donc, en gros, ce n'est pas normal ou c'est toujours, de toute façon, elle est tout le temps en surcharge de travail. Donc, voilà, des approches et des réflexes un petit peu conditionnés autour d'analyse un peu voilà, rapide de comment chacun peut soutenir, réguler et ressentir une charge de travail. On a souvent aussi une approche très quantitative de la charge de travail. Par exemple, pour faire un bon de commande, il faut 5 minutes. Donc, je ne vois pas pourquoi Brigitte, encore, elle met 15 minutes. Voilà. Donc, je caricature, mais vraiment exprès, hein, pour grossir le trait. Et c'est des choses qu'on entend tous hein, dans le monde du travail. La charge de travail, souvent, on en parle quand il y en a trop, en fait, alors qu'il y a des vrais phénomènes de sous-charge de travail. Alors, sûrement pas dans votre secteur, mais ça, voilà, ça peut arriver. Et on en parle aussi quand la difficulté est arrivée. Et on l'a vu dans le sondage qu'effectivement, c'est sur ces moments-là où la plupart des encadrants et des managers interviennent. On pense aussi, et on l'a vu dans le sondage, que c'est plutôt au manager de s'occuper de la charge de travail. Alors, vous allez voir que c'est quelque chose qui concerne tous les acteurs internes et externes à des structures. On pense aussi souvent que des outils numériques permettent d'alléger la charge de travail et vont être un petit peu la solution miracle en fait à des problèmes d'organisation du travail, de répartition ou de qualité de travail. Or, on va le voir très rapidement aussi que les outils numériques, s'ils ne sont pas adaptés à la réalité du travail, ils peuvent venir complexifier le travail et donc avoir complexifié le sentiment de charge de travail, en tout cas donner un sentiment de charge de travail supplémentaire du fait de leur complexité. Donc voilà, donc toutes ces idées reçues-là qui circulent, qui sont tout à fait, on va dire, normales qu'elles circulent, pour autant, c'est bien d'être un minimum outillé, d'avoir un minimum de repères pour justement aller au-delà des idées reçues et de se dire, c'est pas si simple, c'est pas si caricatural, c'est pas si binaire, les questions de la charge de travail, et on va en discuter tous ensemble et on va essayer de s'outiller. Alors peut-être pour commencer, ce qu'on vous propose, c'est de partager quelques repères, faire le lien entre la charge de travail et d'autres concepts. La charge de travail, c'est un terme qu'on entend dans notre quotidien tous, mais partager ensemble comment nous, on peut le décortiquer, à quoi ça fait référence. On a fait des choix, on aurait pu faire le choix entre attractivité aussi et charge de travail.
On va commencer par se dire que la charge de travail, à la fois, c'est un sujet en tant que tel, mais ça fait surtout partie d'une approche générale du travail, donc elle fait vraiment partie d'un tout. Pour commencer, j'avais envie d'évoquer avec vous la notion de travail bien fait et de critères du travail bien fait. Puisque finalement, ne pas pouvoir faire du bon boulot, ça peut conduire à, si on prend une expression du langage courant, en faire une maladie d'une certaine manière. Donc, tout ça pour dire que finalement, le bien-être d'une personne, il est conditionné pour une bonne partie par le sentiment dans son travail de bien pouvoir le faire. Je pense que ça fait écho à beaucoup de situations chez vous, de conflits éthiques, etc. Que finalement, c'est le fait de bien faire son travail, il est conditionné par la discussion qu'on va pouvoir avoir et les compromis qu'on va pouvoir faire entre toutes les contraintes et tous les éléments de la situation de travail et le fait de pouvoir réguler certains événements. Donc, c'est un élément important de se dire que la charge de travail peut être en entrée en fait de la situation pour que les gens aient une représentation de ce qu'ils ont à faire et son ressenti. Et donc, le bien-être qu'on peut percevoir, c'est aussi la résultante finalement de l'action. Pour ceux qui ont pris un abonnement au webinaire qu'on peut animer sur ces sujets-là, la charge de travail, c'est aussi un élément qui fait partie intégrante de la qualité de vie et des conditions du travail. Donc, c'est sur la diapositive suivante. Ce qu'on peut retenir en fait de cette définition de la qualité de vie et des conditions de travail, c'est 3 piliers majeurs. Le premier, c'est déjà pouvoir dire quand ça ne va pas. Et dire c'est une chose, mais que ça reste lettre morte, c'est toujours problématique. Donc non seulement pouvoir dire et pouvoir agir aussi sur ce qui a besoin d'être amélioré, ce qui a besoin d'être conservé parce que c'est très bien dans l'état. Donc c'est un premier pilier important que décrit l'accord national interprofessionnel. Le deuxième pilier, c'est savoir ce que j'ai à faire, donc avoir un contenu et un sens dans son travail. Et le troisième pilier, c'est avoir un environnement technique, relationnel, relativement sain. On comprend vite donc ce qui va générer un sentiment de charge de travail ou une charge de travail réelle est intimement lié à cette notion de qualité de vie au travail. Alors on parle aujourd'hui, petit aparté, de qualité de vie et des conditions du travail, puisque depuis le mois de décembre 2020, ont été réaffirmés en fait que la qualité de vie au travail s'appuyait sur des ressorts au cœur de l'activité professionnelle et non pas en périphérie. Pour vous faire un petit clin d'œil sur la distinction qu'on va faire entre la QVCT et puis les approches plutôt de Chief Happiness Officer, on va dire, ce qui fait chez un individu santé globale, c'est bien, et c'est sur la diapositive suivante, le management, la qualité de ce qu'on appelle les espaces, qui sont des espaces-temps de discussion, et le fait de pouvoir essayer, expérimenter. Et finalement, si on vous propose de faire une partie de baby-foot ou d'appeler un numéro vert pour vous défouler ou de faire une séance de relaxation, c'est très agréable. On aime tous faire du baby-foot. Mais malgré tout, ce n'est pas cela qui va permettre de réguler la charge de travail que vous aviez avant et après d'avoir fait tourner la roulette du baby. Donc, la QVCT vient véritablement réaffirmer le fait que c'est bien dans le travail et dans son organisation qu'on va pouvoir intervenir pour avoir une charge réelle et ressentie satisfaisante. La charge de travail, donc voilà, il faut qu'on réavance un petit peu. Qu'est-ce qu'on met derrière nous, la qualité du travail? Vous allez retrouver cette fameuse, ce qu'on appelle la marguerite chez nous, c'est un petit peu plus loin. Hop, voilà, merci. Et donc, elle comporte 6 grands axes à travailler. Soit on travaille sur les questions d'égalité professionnelle, sur les questions d'engagement, de relations, de parcours, de santé
Et puis, la charge de travail, vous la trouvez, nous, on l'attache à la question du contenu du travail, mais elle est frontalière avec les autres aspects de la QVCT. Sur la diapo suivante, on a aussi envie de vous situer que la charge de travail, ça n'est pas qu'une affaire de manager au sens le hiérarchique qui va décider, prendre des décisions au sein de l'équipe. On entend bien ici le terme de management comme gérer une activité. Donc, on est tous, d'une certaine manière, managers de notre propre activité. On prend tous des décisions à notre seuil de responsabilité. On va tous faire des choix, voilà. Et ce qui nous amène à faire ces choix, c'est qu'on peut avoir différentes informations à gérer, notamment comment on va prendre en compte les mutations, comment on va s'organiser, puis comment on va être en relation avec les autres. Donc, vous voyez ici une proposition de modélisation du management du travail, dans laquelle le manager, en tant que hiérarchique, est pleinement acteur, évidemment. Et c'est sur les zones de recoupement, en fait, entre comment je transmets aux individus et aux équipes les mutations qui arrivent, comment je fais en sorte qu'elles soient compréhensibles et comment j'organise le travail en conséquence, que peut se manifester le besoin de réguler et gérer la charge de travail. Donc, cette activité, elle fait vraiment partie à part entière de l'activité de management, cette régulation de la charge. Sur la diapositive suivante, vous voyez apparaître une modélisation qui a été faite par Marc Favaro de l'INRS, qui permet de décrypter en quoi les aléas de nos organisations, et ça ne sera pas possible de se dire qu'il n'y aura jamais d'aléas, parce que d'abord, sinon, la vie serait d'un ennui mortel, mais de toute façon, on ne peut pas enrayer tous les imprévus du quotidien, que ce sont bien dans ces perturbations qui sont au cœur de l'organisation du travail que peuvent naître des comportements qui sont plus ou moins mesurés, et que finalement, c'est lorsque on interprète différemment les règles ou qu'on choisit de les adapter différemment que vont se manifester des conflits interpersonnels, des fonctionnements alternatifs, et donc globalement un mal-être qui peut conduire jusqu'à des violences, mais ces violences ne sont pas systématiques. Deuxièmement, il peut y avoir aussi des facteurs effectivement de l'environnement social qui vont accroître cette violence organisationnelle. Si je prends l'exemple de la crise Covid, voilà, on a des paramètres qui sont venus surajouter dans certaines organisations de la tension. Tout ça pour bien revenir sur l'idée que pour réguler la charge de travail, tous les stages de gestion du temps qui peuvent être probablement des espaces de découverte de certaines méthodes pour s'organiser, ne vont pas forcément agir à la source des difficultés que rencontrent les structures, et que c'est donc bien en travaillant sur les perturbations de l'organisation qu'on arrive à intervenir sur la charge de travail réelle et la charge de travail ressentie. Je suis à peu près persuadée que ça, vous en êtes convaincus, mais qu'il s'agisse finalement d'une surcharge, d'une sous-charge, ou alors d'une décharge, pour prendre un mot français, mais je pense plutôt à la grande démission dont on entend parler en ce moment. Pour le comprendre, en fait, ce phénomène, il faut passer par en quoi la parole entre nous dans une équipe, en quoi la parole individuelle vis-à-vis de quelqu'un qui peut prendre une décision à mes côtés pour régler ma sourde ou ma décharge, en quoi cette parole peut être vecteur de santé ou de meilleure organisation ou pas. Finalement, quand une personne va vous évoquer une question d'organisation pour laquelle il lui manque une réponse, elle a besoin d'une solution, elle évoque un besoin qui au départ est neutre, avec une émotion qui peut-être au départ n'est pas très exacerbée. Et puis finalement, c'est le fait de ne pas répondre et de laisser s'installer durablement une absence de réponse qui va générer ce qu'on peut appeler une plainte au sens très large du terme. Ça peut être une manifestation verbale,
ça peut être physique, voilà, ça peut être somatique, mais c'est bien dans le fait de pouvoir énoncer et mettre des mots MOTS sur les difficultés qu'on rencontre qui vont permettre, ces différentes étapes de conversation individuelle ou collective, de résorber les dysfonctionnements qu'on rencontre parce que c'est par la confrontation de nos différents points de vue qu'on va réussir à faire progresser, cheminer vers une solution. Alors, ça paraît à la fois peu de se dire, ben, s'il suffit d'en discuter, vraiment, l'ANACT et la RACT n'ont rien inventé, mais c'est tellement énorme à faire qu'on va vous proposer des outils qui permettent d'organiser en fait ces échanges sur ce sujet qui est un peu sensible. Sur la diapositive suivante, on a une petite représentation de ce que nous vivons tous chaque jour. Nous avons une conduite qui nous est prescrite, qui correspond à des protocoles, à des fiches de poste, à une répartition de l'activité entre les individus d'une équipe, dans un contexte qu'on imagine, qui est une forme de contexte ordinaire, avec un résultat à atteindre. Et puis eh bien, il se trouve que dans le quotidien, il se passe plein de choses soit on n'a pas su repérer, soit n'existaient pas et se manifestent à nous. Et donc, on vous a proposé 2 petites figurations pour caractériser l'écart qu'il peut y avoir entre ce qu'on appelle, nous, le travail prescrit, mais en gros, c'est la description de l'activité par tous les moyens qui sont les vôtres et l'activité telle que se réalise réellement dans le quotidien. Non pas que les individus vont générer en fait ces aléas de manière intentionnelle, mais malgré tout vont se trouver à devoir les absorber au fur et à mesure pour arriver au bout du chemin. Et finalement, ce chemin, ce n'est pas toujours une autoroute tranquille, c'est même rarement une autoroute tranquille, mais c'est plutôt la capacité à absorber justement l'ensemble de ces aléas. Et c'est dans cette absorption des aléas que la charge de travail va pouvoir se révéler correctement dimensionnée, ressentie de manière plus ou moins variable. Je vais laisser la parole à ma collègue Hélène pour prendre la relève. Alors, sur la charge de travail, ce qu'il faut comprendre, c'est une histoire un peu comme une balance, en fait, comme un équilibre entre les contraintes de l'entreprise et qu'on a pour faire le travail et les moyens et les ressources dont on dispose. Donc, quand on parle de moyens et de ressources, c'est les moyens humains, nos propres capacités et le nombre de personnes que nous sommes dans une organisation. Voilà, l'addition des compétences et des personnes, mais c'est aussi les moyens matériels et organisationnels. Et les obligations, donc sur l'autre pan, les obligations et les contraintes de l'entreprise qui vont faire que cette balance, en fait, selon les périodes de travail, selon les événements, selon les personnes, selon les situations, elle va être plus ou moins équilibrée. Et évidemment, une balance déséquilibrée, que ce soit dans le sens où il y a plus de contraintes et pas assez de ressources, ou l'inverse, ça peut créer des effets de surcharge ou de sous-charge de travail qui vont avoir des conséquences sur la manière de coopérer, la manière de ressentir sa qualité de travail, la manière de ressentir sa santé au travail, la manière voilà, d'avoir cette impression, comme on vous le présentait au début, de faire du travail de qualité et donc d'avoir un sentiment de qualité de vie au travail. Donc, il faut vraiment imaginer cette sorte de balance qui peut, qui s'ajuste un peu en permanence, en fait, mais qui doit être régulée aussi pour éviter et pour prévenir et pour anticiper des phénomènes où la balance, elle va être trop longtemps déséquilibrée. Et on sait très bien qu'une balance voilà, entre des contraintes et des ressources trop longtemps déséquilibrées, à terme, eh bien, ça va créer effectivement des signaux et de mal-être et des troubles, notamment psychosociaux, et des difficultés par conséquent sur les coopérations et la performance et la qualité du travail. Donc, vraiment, cette image
de balance à réguler et ajuster au quotidien en prévention et en anticipation. On vous en a un peu parlé, donc vous aurez commencé à comprendre que quand on parle de la charge de travail, on parle des charges de travail, parce qu'en fait, il y a 3 dimensions à retenir et c'est vraiment la base. S'il y a une seule chose à retenir de ça, c'est vraiment qu'il y a la charge prescrite, c'est celle qui, c'est ce qu'on me demande de faire, c'est ce qui est dans ma fiche de poste, dans le process de travail qui est écrit, qui est formalisé, qui est normé. Donc dans les indicateurs normatifs du travail. Donc ça, c'est ce qu'on me demande de faire, ce qu'on attend de moi. Il y a la charge réelle, c'est ce que je fais concrètement en prenant en compte toutes les variabilités internes, externes, imprévues, interruptions de travail, le logiciel qui ne fonctionne pas, la coupure d'électricité, une crise Covid, voilà, tout ça qui fait que ça soit des changements, des variabilités internes et externes qui viennent faire en sorte que je reprends l'exemple de mon bon de commande. Mon bon de commande, c'est marqué qu'il faut 5 minutes pour le faire. Au final, en fait, ça m'a pris 15 minutes parce que j'étais interrompue, parce que le fournisseur n'était pas créé dans l'application, parce que l'application ne voulait pas s'ouvrir. Donc voilà, donc là, il y a la charge réelle, ce que j'arrive vraiment à faire en fonction de toutes ces variabilités. Et après, il y a la charge vécue ou la charge ressentie. C'est-à-dire, c'est ce côté subjectif, ressenti, personnel de la charge qui appartient à chacun et qui, encore une fois, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas parce que c'est subjectif qu'on ne doit pas le prendre en compte et qu'on ne doit pas en discuter et le réguler. C'est comment je ressens selon mon propre état à l'instant T, selon ma propre balance contrainte ressources, comment je ressens ce qu'on me demande de faire et ce qui me met en difficulté. Et ce que je vais ressentir, ça ne va pas être pareil, ça va pas être le même ressenti que mon collègue qui fait pourtant le même travail. Donc voilà, donc ça c'est un modèle pour vous, voilà, pour vous caractériser un petit peu mieux ces 3 niveaux ces 3 dimensions de la charge et justement l'effet des contraintes et des ressources avec les contraintes qui vont, si elles sont trop lourdes, avoir un impact négatif sur ces 3 dimensions de la charge de travail et les ressources qui vont, à contrario, faciliter et soutenir la réalisation de l'activité et la prise en compte des aléas et des incidents et des variabilités qui sont quotidiennes et inhérentes à une organisation de travail. Peut-être juste Hélène pour donner un exemple sur cette grille qui me vient. Mercredi, dans une résidence autonomie, une personne commence par dire « je suis usée ». Je suis usée. C'est la phrase d'amorce. Quand on détricote un petit peu, quelle est la charge prescrite? La dame explique qu'elle fait des rondes pour voir si tous les résidents vont bien et que ça lui prend... c'est pas la question du temps, en fait, c'est plutôt le fait que les personnes lui confient beaucoup d'informations. Donc, elle commence à évoquer le fait que la charge subjective est lourde parce qu'elle elle perçoit que toutes ces informations qu'elle doit garder confidentielles sont trop pesantes. Et quand on détricote en fait encore un peu plus avec elle, on s'aperçoit que la charge réelle a évolué dans le temps, évidemment, avec la perte d'autonomie progressive des résidents et que forcément, la ronde qui était à un moment donné faite sur une certaine quantité de travail, de durée, quantité de temps, pardon, lui prend un peu plus de temps. Quand on regarde donc les contraintes, il y a cet événement-là, le fait que pendant la crise Covid, l'organisation a été modifiée. Et puis dans les ressources, en fait, elle n'a pas réussi à identifier les ressources, alors qu'en discutant collectivement, ses collègues lui disent « mais si tu veux, on peut prendre le temps de débriefer ensemble des rondes qu'on a pu faire collectivement, voilà, trouver d'autres façons d'absorber toutes ces informations ». Donc on voit bien que c'est dans un doux équilibre entre les ressources qu'on a perçues, qu'on avait ou pas, et les contraintes qui se sont imposées, qui ont pu s'accumuler aussi de manière lente mais certaine, que la charge réelle et subjective va se mettre en écart à ce qui était prévu au départ, qui a été prévu aussi bien que possible, mais qui forcément a besoin d'être actualisé au fur et à mesure. Alors, est-ce que c'est un sujet nouveau, la question de la charge de travail? Est-ce que c'est un sujet, somme toute, émergent parce qu'aujourd'hui, on est dans un environnement particulier? La réponse, je dirais qu'elle est plutôt en demi-teinte. Non, ce n'est pas forcément un sujet nouveau. En tout cas, l'évolution du monde du travail et du travail en lui-même
contribue à faire émerger cette question de la charge de travail. Si on se situe un peu dans une logique historique, sociologique, on se souvient d'une époque où une activité artisanale dans les campagnes, la révolution industrielle a commencé à faire grossir en fait les unités qui produisaient des biens et des services, et que donc plus on était nombreux à devoir s'organiser face à la commande importante, là vous avez l'image, c'est l'entreprise BASF à l'époque de la révolution industrielle, plus on a fait grossir en fait les unités qui produisaient les biens et les services, plus il a fallu s'organiser entre nous. Et à un moment donné, ceux qui se sont mis à organiser l'activité n'étaient plus exactement ceux qui la réalisaient, à la différence d'un artisan qui, lui, avait la maîtrise de l'ensemble des prises de décision entre la conception et la réalisation. Donc forcément, qui regarde de ses lunettes de concepteur, qui regarde de ses lunettes de personne qui va exécuter l'activité derrière, on a des points de vue, somme toute, différents, et c'est bien normal puisqu'on n'est pas sur les mêmes positionnements face au travail. Le temps a évolué et puis aujourd'hui, on se retrouve aussi dans des configurations où la performance, et notamment la performance économique, et encore plus dans le contexte actuel avec la crise actuelle, sont devenus des éléments importants. Donc, on se retrouve sur une logique de maîtrise des coûts de gestion, c'est la diapositive suivante, qui nous amène à éditer un certain nombre de ratios, d'informations quantitatives, tout en ayant préservé cette distinction parfois entre ceux qui conçoivent l'activité, qui la mesurent dans ses tableaux de bord, et ceux qui vont l'exécuter. Il n'est pas question de se dire bah non, il ne faut pas faire de maîtrise des coûts de gestion dans les entreprises. Bien sûr que c'est une dimension inhérente à l'activité, mais il faut considérer malgré tout que cette gestion, elle est parfois décorrélée de la réalité finalement de l'activité professionnelle, puisqu'elle passe par des statistiques, donc des moyennes, des choses comme ça, qui nécessitent une vision d'un travail prescrit bien défini. Peut-être pour continuer à commenter les évolutions du monde du travail, dire que quand on regarde les enquêtes aujourd'hui sur les conditions de travail, notamment sur la diapositive suivante, l'enquête Eurofound, les nouvelles organisations vont être soulignées comme intensifiant à la fois le volume d'activité, mais la sollicitation émotionnelle. Vous êtes un secteur particulièrement sensible à cette notion de travail émotionnel, qu'on rencontre aussi des logiques d'externalisation de certaines prestations, de rapidité des transformations, l'introduction du digital aussi, qui va modifier la façon dont on peut être en rapport avec son travail, que les organisations sont plutôt prévues pour un fonctionnement sans aléas, mais que la part des imprévus, elle existe malgré tout. Qu'on reçoit une quantité d'informations très importante et que cette surcharge informationnelle vient solliciter notre charge mentale en particulier et nos capacités de mémorisation, d'attention et de vigilance. Donc forcément, toutes ces évolutions du monde du travail, vous n'en êtes pas exempt. Il y a beaucoup d'autres univers qui y sont confrontés et vont avoir une incidence sur la charge réelle et la charge ressentie par les équipes. Cette charge de travail par un certain nombre d'effets, par exemple la digitalisation, le nomadisme et le fait que les personnes soient positionnées dans des endroits différents, elle peut être difficile à mesurer. Elle est pas toujours discutée et ajustée en temps réel et elle a besoin d'être malgré tout régulée. On va voir comment on peut s'y prendre pour réaliser ça. En matière de conséquences finalement d'une charge de travail qui ne serait pas régulée, on va avoir des effets bien sûr sur les individus, donc évidemment l'hypersollicitation qui va dépasser les capacités physiques, mémorielles
de concentration et d'acceptation sur le plan émotionnel, bien sûr de l'hypersollicitation physique, on parle d'hypersollicitation notamment dans les troubles musculo-squelettiques, mais bien sûr, l'individu étant un tout indivisible, on ne va pas pouvoir séparer ses émotions et son mental de son corps, donc en général, les effets sont mélangés. Cette charge de travail peut augmenter l'accidentologie. Et puis, ce qu'elle a de difficile à attraper, c'est que les atteintes, ce n'est pas forcément blanc, blanc, blanc et puis noir d'un coup. On va passer par tout le nuancier. Donc, ce sont des atteintes qui peuvent être progressives. En revanche, quand on a dépassé un certain seuil, ça peut être assez brutal, la coupure des circuits, notamment dans les situations d'épuisement professionnel. Ce que l'on constate aussi, c'est que lorsque la charge de travail n'est pas régulée, la qualité de service va en pâtir, les relations, c'est tout le schéma de violence organisationnelle qu'on a partagé ensemble, non seulement les relations internes aux équipes, mais vis-à-vis des patients, des usagers vont aussi pouvoir en pâtir. Ça peut générer des difficultés de diverses natures. Et in fine, c'est la question d'une forme de justice organisationnelle et d'équité qui va être mise en avant sur ces questions de charge de travail. Donc, des conséquences qui nous invitent véritablement à se pencher sur le sujet dès que c'est possible et sans attendre que tous ces voyants clignotent déjà un petit peu rouge. Vous avez ici un panorama large de tous les facteurs qui influent sur la charge de travail. Je ne vais pas tous les citer. Et, voilà, vous pourrez prendre le temps dans le support qu'on vous enverra de les regarder. En tout cas, vous pouvez tous les explorer et vous questionner sur est-on concerné par ces facteurs pour analyser comment la charge de travail est entre ce qu'elle devrait être et à la façon dont les personnes la vivent. On en a terminé pour situer un peu la façon dont la charge de travail peut se décortiquer, se lier avec la question de la qualité de vie au travail. Et on vous propose de bénéficier du témoignage de Thomas et Nathalie qu'on va laisser se présenter sur une intervention autour de la question de la charge de travail. Donc, on va les laisser se présenter et puis ensuite, on va leur poser 2-3 petites questions pièges pour voir s'ils ont réponse. Ok, bonjour. Merci Sandrine pour cette pression transmise. Non, je plaisante. Donc moi, je suis Thomas Fetti, je suis conseiller de prévention pour le centre de gestion des Deux-Sèvres. Donc le centre de gestion, c'est une structure qui va accompagner tous les petits employeurs publics du département voilà, sur les questions RH. Et donc moi, j'interviens sur la question de la prévention avec une formation initiale en ergonomie, psychologie du travail. Et je suis également IPRP, intervenant en prévention des risques professionnels. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Nathalie Boissonneau, directrice adjointe au Centre de gestion des Deux-Sèvres, responsable du pôle expertise statutaire RH et également donc, formée au conseil en organisation, mission que nous avons commencé à développer sur le territoire des Deux-Sèvres. En fait. Voilà. Bon, merci Thomas et Nathalie. Première question piège. Dans quel contexte avez-vous été amené à intervenir sur le sujet de la charge de travail? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes retrouvé à traiter de ce sujet-là? Alors en fait, comme l'a dit Nathalie, du coup, le centre de gestion développe depuis quelques mois déjà tout ce qui est accompagnement sur du conseil en organisation. Donc c'est tout ce qui va être accompagner les réorganisations ou alors concevoir une réorganisation pour une collectivité. C'est vrai qu'on peut les accompagner de diverses manières. On intervient sur les risques psychosociaux, sur la qualité de vie au travail, sur beaucoup de sujets. Et c'est vrai que la charge de travail est liée directement ou indirectement à ces sujets-là, mais les seules situations où on a été amené à la traiter directement, c'est dans le cadre des missions de conseil en organisation.
Parce que voilà, comme vous le disiez, c'est un sujet qui est connecté à beaucoup d'autres, et c'est effectivement rarement la porte d'entrée principale qu'on va prendre, soit parce que ça veut tout et rien dire, soit parce que parfois c'est flou aussi, ou alors on se dit on n'a pas de marge de manœuvre. Mais ouais. Et du coup, c'est vrai que la question, le sujet du conseil en organisation permet d'aborder peut-être ça un peu plus directement. Et donc, effectivement, sur les quelques missions en conseil en organisation qu'on a pu commencer à déployer, il y en a deux où ce sujet a été traité directement. La première, alors sur laquelle moi je ne suis pas intervenu, mais c'est Nathalie avec mon collègue Thomas Pommier qui a pu intervenir sur ce sujet. C'était un nouveau maire suite du coup aux élections municipales qui pouvait se poser des questions sur le turnover au sein de son équipe, qui formulait aussi des hypothèses sur qui sont de la charge de travail, compétences managériales. Donc un nouveau maire qui avait beaucoup de questions sur l'organisation de sa collectivité, de sa commune, et qui donc a voulu un peu investiguer cette question de la charge de travail, notamment, parce que ça on y reviendra dessus, mais ce n'était pas le seul sujet, mais c'est effectivement un des sujets. D'ailleurs, pour la parenthèse, j'avais commencé, mais je n'ai pas eu le temps à m'amuser sur votre diapositive précédente, à cocher les différentes cases sur les missions qu'on a pu mener. Et effectivement, il y en a pas mal. Donc, quand on dit que c'est un sujet connecté à beaucoup d'autres, c'est bien ça. Et c'est un peu toujours la question de la porte d'entrée. Sur la seconde situation, effectivement, on avait plutôt des équipes qui se plaignaient de difficultés, qui se plaignaient effectivement notamment de la charge de travail, mais aussi de la question du sens. Vous en avez parlé, mais c'est vrai que la question du sens qu'on donne à son activité est assez importante. Et c'est aussi ce qui permet parfois d'accepter la charge de travail, en tout cas de mieux la comprendre et de savoir pourquoi on a cette charge de travail-là à laquelle il faut répondre. Et puis voilà, là encore, avec des difficultés managériales. Et puis aussi, c'est effectivement cette question du travail réel, travail prescrit, qui est extrêmement importante, avec parfois un encadrement qui avait l'air de concevoir des contraintes comme mineures, alors que l'analyse de l'activité a montré que c'était des choses qui pouvaient être assez présentes. Et puis, justement, la case pic d'activité, qui concernait particulièrement aussi cette deuxième mission, et ça qui peut, à mon avis, concerner beaucoup de ceux qui nous regardent. Voilà, avec comment gérer les pics d'activité sans se retrouver avec trop de personnel au moment où il y a moins de pics d'activité. Donc, toute cette question-là. Et du coup, le sentiment de mal faire son travail au moment où on a un pic d'activité, qu'on n'est pas assez nombreux, qu'on ne peut pas le faire comme on voudrait. Et donc, toutes ces questions autour de la qualité du travail, dans le premier cas, de la part du maire qui s'interrogeait sur la qualité du travail fait par son équipe d'agents municipaux. Et dans le deuxième cas, par les équipes elles-mêmes qui s'interrogeaient sur justement la qualité du travail qu'ils pouvaient fournir. Là, c'était dans le cadre d'une crèche auprès des enfants. Donc, ce lien avec l'humain, ce travail auprès de l'humain, qui, à mon avis, est un sujet qui parle à beaucoup de ceux qui nous regardent. Donc, voilà. C'est un peu ces principaux éléments-là. Ok, merci Thomas. Donc, des changements à organiser, des questionnements sur le sens en lien avec la qualité du travail bien fait, des tensions, des relations avec le manager qui est très centré sur le travail prescrit. Ça vous fait un bon cocktail. Comment vous y êtes pris pour aborder ces thématiques avec les équipes que vous aviez à accompagner? Alors, sur cette question, sur la méthode, en fait, il faut savoir que nous, on a fait le choix au CDG 79 d'avoir une approche pluridisciplinaire en matière de conseil en organisation. C'est-à-dire que nous faisons intervenir un conseiller en prévention, donc Thomas et son collègue nous accompagnent sur le terrain, et en fait une personne experte en ressources humaines. Alors pourquoi ce choix? Parce que ce sont des approches, en fait, ça permet d'avoir une double approche en fait, des situations. On a tous nos compétences, mais notre sensibilité aussi par rapport à des situations de travail. Donc, une approche plus prévention, avec une approche qualité de vie au travail, aussi voir s'il y a des risques psychosociaux, parce que parfois, entre la commande et la réalité, quand on arrive sur le terrain, on découvre parfois des situations, on ne nous avait pas tout dit, en fait, au début. Donc, voilà. Et puis, l'approche RH, elle est intéressante parce qu'on va aller aussi parfois sur un peu comment dire, au-delà de l'analyse de la situation, sur des démarches un peu prospectives. Et on va pouvoir enclencher peut-être des démarches GPEC, analyse des compétences, une réflexion sur la mobilité,
mobilité, une réflexion sur les compétences managériales, les accompagnements. Enfin, on va pouvoir développer d'autres accompagnements en lien avec cette mission de conseil en orga. Et puis, au-delà de ça, dès qu'on intervient dans des missions de conseil en organisation, on est amené en fait, à analyser les processus, à formaliser aussi. Hein. On a parlé de la formalisation des règles. Et souvent, on se rend compte quand on arrive dans une collectivité que les règles ne sont pas formalisées. Donc, parfois, ils ont aussi besoin d'un soutien méthodologique sur ces aspects-là. Et puis également, la charge de travail parfois difficile à évaluer parce que l'absence d'indicateurs sur les aspects qualitatifs et les aspects quantitatifs du travail font que parfois, le commanditaire va nous demander, oui, mais moi, je n'ai pas de données qui me permet d'évaluer si mon équipe elle est suffisamment étoffée ou pour répondre à la demande, aux attentes. Et donc, souvent, entre la charge prescrite et la charge réelle, et bien souvent, il faut aller chercher, voir... pouvoir démontrer aussi que finalement, l'absence d'indicateurs rend en fait la tâche un peu plus difficile en fait. Donc c'est vrai que c'est de sensibiliser aussi les équipes, comment elles peuvent valoriser aussi leur travail en fait. C'est ça aussi, donner aussi un sens à ce travail et le valoriser. Et là, c'est pour ça que les aspects RH sont un peu intéressants pour co-construire avec l'équipe les tableaux de bord. Démarche participative aussi, c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'au-delà de la ligne managériale, on souhaite travailler avec les équipes en direct. On est vraiment dans une démarche d'accompagnement du changement quand on approche les équipes, c'est-à-dire que là, on va travailler en groupe projet avec les équipes pour co-construire vraiment une nouvelle organisation, réfléchir aux outils, réfléchir aux pratiques professionnelles, au processus, comment on peut gagner justement en efficience et en efficacité au travail. Donc, voilà. Donc, on est plus sur une démarche participative avec souvent plusieurs étapes. En conseil en orga, on a le diagnostic et après la recherche de solutions. Mais les solutions, ce sont l'équipe qui nous les apporte. Ce sont les équipes sur le terrain puisque... Dès lors qu'on prend un temps pour analyser son travail, ses process, et bien finalement on se rend compte qu'il y a en fait des difficultés ou on perd du temps sur certains points. Donc prendre le temps de prendre du recul en fait sur ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien. Et on utilise parfois, c'est vrai, les outils de la RACT, parce qu'on fait de l'animation. Donc, en méthode, pour le diagnostic, on va faire des immersions, on va sur le terrain. Donc, analyser les pratiques professionnelles, le relationnel aussi, très important aussi, les non-dits, le non-verbal, tout ce qui va transparaître dans le cadre des immersions. Et puis, des entretiens individuels, des ateliers collectifs avec les équipes. Alors, les entretiens individuels, ça permet vraiment de verbaliser justement la charge de travail ressentie par les agents individuellement et d'essayer pour nous d'analyser, d'identifier au moins les causes de ce sentiment de charge de travail important. Et puis, dans la recherche des solutions, on est plus sur des ateliers collectifs animés avec les équipes projet où on associe parfois les managers pour essayer d'identifier des solutions, des approches nouvelles et de réfléchir sur les pratiques professionnelles. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Thomas, sur cette question. Si j'arrive à réactiver mon micro, ça ira mieux. Oui, non, c'est ça, c'est ce double regard, cette double approche qui est effectivement intéressante. Et puis le fait, effectivement, comme on disait, que la charge de travail, c'est un sujet parmi d'autres et que nous aussi, c'est un sujet d'animation. Enfin, en termes de méthodologie aussi, c'est vrai qu'on parlait des outils de la RACT, il y a le jeu, les essentiels, la charge de travail, mais qu'on a utilisé en fait au cœur d'une journée globale d'animation où il y avait plusieurs ateliers, où les groupes tournaient sur des ateliers avec effectivement cette volonté de pouvoir faire parler les personnes entre elles et comme tu le disais très bien Nathalie aussi effectivement d'être sur la question du participatif et de pouvoir finalement l'intérêt du participatif c'est de faire ce lien entre le travail réel et le travail prescrit, de mettre en lien justement ces différents aspects-là de l'organisation du travail.
Super, donc il me semble entendre dans ce que vous avez proposé comme méthodologie que vous êtes allé voir le travail et puis aussi que vous avez peut-être mis dans la même pièce des personnes qui le conçoivent et des personnes qui le vivent pour qu'ils puissent chacun porter le point de vue qu'ils ont et les contraintes et les ressources dont ils disposent. Finalement, qu'est-ce que ça a pu produire? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces séquences que vous avez pu mener? Qu'est-ce que ça a produit à l'issue? Déjà, ça a permis de confronter donc c'est effectivement les visions du travail des différents participants, de partager des repères communs aussi. Hein. Souvent, c'est vrai sur les trois thématiques, hein, de la charge prescrite, la charge réelle et la charge telle qu'elle a été vécue. Donc, du coup, c'est vrai de mettre au sein d'une même pièce plusieurs personnes qui ont une conception du travail alors qu'elles font parfois elles font le même travail et on se rend compte qu'elles ont une perception tout à fait différente. Ça permet aussi d'engendrer de la compréhension de l'autre aussi. Hein. C'est vrai un peu je dirais aussi, parce que ce qui crée des tensions souvent au sein des équipes, hein, c'est que vous avez parlé du sentiment d'iniquité par rapport à la charge de travail. Et c'est vrai que là, du coup, de les confronter, en fait, ces interprétations, quoi, enfin, cette vision du travail, ça permet aussi, à l'issue, de pouvoir avoir des repères communs. Et aussi de se mettre d'accord, de prioriser, de réfléchir aussi sur les process. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. Et puis, moi, je suis très attachée à la valorisation du travail. Et aujourd'hui, je leur dis, les indicateurs, les indicateurs d'activité, que ce soit qualitatif ou quantitatif, ça permet aussi de valoriser votre travail. Donc, c'est important qu'à un moment donné, on puisse avoir ces éléments-là, quoi. C'est essentiel. Donc, on essaie de co-construire en fait des indicateurs dans le cadre de ces groupes de travail. Et c'est intéressant parce qu'ils réfléchissent à ce qui donne le sens de leur travail, ce qui doit être valorisé dans le cadre de leur travail. Oui, oui, parce que c'est vrai que sur la question du sens, on l'a vu, c'est-à-dire jusqu'où, par exemple, on va en termes de qualité du travail. Dans la crèche, il y avait les questions de l'entretien, avec des gens d'entretien ultra consciencieux, mais qui allaient même jusqu'à tous les jours soulever un tapis de 10 kilos pour nettoyer le sol dessous, mais aussi le dessous du tapis. Voilà, alors effectivement, les bébés sont au sol, mais de là à ce qu'ils aillent mettre leurs mains sous un tapis de 10 kilos, voilà, donc effectivement, discuter de tout ça, c'est extrêmement important. Et ça permet aussi, donc à la fois le processus de l'intervention de l'accompagnement où le dialogue se crée, les questions se posent pour parfois trouver des réponses directement. Et puis après, dans les actions à proposer, qui est de revoir cette question-là du projet pédagogique, des pratiques, des processus, et avec effectivement cette question de la communication aussi qui va impacter la charge de travail. Quand on n'a pas les informations à temps ou qu'on manque d'informations, qu'on doit aller les chercher, ça va impacter la charge de travail. Et donc, le fait de devoir aller... Enfin, finalement, on parle de la charge de travail, mais pour aller sur des actions qui vont être finalement assez classiques ou qui peuvent être un peu déconnectées de la question de la charge de travail en elle-même. Je reviens un peu sur la notion du sens du travail et la valeur métier, parce que c'est vrai que dans les équipes, on peut très bien avoir aussi des personnes de générations différentes qui ont une conception du métier totalement différente. Et souvent, lorsqu'on a ces réunions d'équipe, ces ateliers, on se rend compte que finalement, ils ont une conception parfois du métier qui est différente. Alors, chacun a ses valeurs et ses acquis liés à sa formation et tout ça. Alors, je pense que dans le milieu soignant, ça doit exister aussi profondément. Mais c'est vrai que l'approche métier est parfois différente. Et ça, alors c'est aussi un moment d'échange aussi pour que les gens puissent expliquer aussi sur cette approche métier et pour redonner du sens aussi, hein, et du sens au collectif, en fait, je dirais plutôt. Et là c'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment ce qu'on a pu aussi retrouver en fait, je dirais dans tous les métiers, on va retrouver ça en fait entre des conceptions du métier différentes et qui vont engendrer des pratiques professionnelles différentes et des priorités différentes en fait. Hein. On se rend bien compte que voilà. Et au niveau de la crèche, hein, on est intervenu, c'était très intéressant parce que les auxiliaires de puère qui avaient des valeurs métiers très importantes et on essayait de leur faire expliquer l'équilibre en fait. Hein. C'est un juste équilibre entre les contraintes de la collectivité hein, avec l'accueil des enfants
enfants et le sens de leur métier ils ne perdent pas le sens de leur métier et cet équilibre-là qui est juste, donc, notamment lorsqu'on a travaillé sur les plannings, sur les roulements de planning, sur comment on pouvait qu'elles puissent assurer un accueil de qualité des enfants qui correspondent à leurs valeurs métiers, tout en respectant, tout en prenant en compte les contraintes de la structure, en fait. Donc, c'est vrai que c'est un équilibre à avoir, en fait. C'est à obtenir, en fait. Et c'est là où on met le curseur, en fait. Hein. Et c'est là où aussi on s'autorise à expérimenter, en fait, des organisations. Puisque finalement, dans les groupes de travail, lorsqu'on met plusieurs scénarios en œuvre, enfin, on essaie d'établir plusieurs scénarios et on s'autorise en fait avec l'équipe à se dire on va expérimenter sur une durée en fait telle organisation pour voir l'impact et faire une évaluation après, de voir ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, pourquoi ça a moins bien fonctionné et on essaie d'avancer pas à pas en fait. Et c'est vrai que je pense que dans le cadre de nos missions, finalement, ce qui est très, très important, c'est déjà qu'on puisse identifier des actions rapides qui donnent un peu une dynamique à la démarche et qui puissent se faire ressentir très rapidement sur l'activité. Et puis après, avoir des démarches de fond, enfin vraiment des actions de fond. Alors là, c'est vrai quand on travaille sur les plannings, les roulements, c'est vrai que c'est vraiment là pour le coup, on est plus sur le dur, en fait, sur le long terme. Mais parfois, c'est des petites actions rapides et qui vont soulager les équipes. Et souvent, c'est les équipes qui ont la solution, hein, mais c'est vrai de les mettre en œuvre, de les aider à les mettre en œuvre, ça leur permet déjà de se lancer dans une dynamique du changement. En fait, c'est surtout ça qui est important, en fait. Ça marche. Et alors, du coup, peut-être pour finir, une dernière question. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseils, idées pour donner envie aux personnes qui sont avec nous aujourd'hui de se lancer et de faire en sorte que d'investir le sujet de la charge de travail, ça se passe bien? C'est quoi les conditions pour vous, de votre point de vue en tout cas, de réussite de ces démarches-là? Oui, pour que ça se passe bien, j'ai envie de dire déjà de ne pas avoir peur du sujet, mais parce que oui, c'est un vaste sujet, mais qui en fait découle sur des choses assez simples. Et on a tendance à se dire qu'on ne peut rien faire. Finalement, on s'aperçoit que, comme on a dit, la communication, la question du sens du travail, c'est souvent des choses qui vont avec. Pourquoi est-ce qu'on a un pic d'activité à ce moment-là de la journée? Parce qu'on accepte, parce qu'on veut accueillir des personnes en difficulté en urgence, donc on n'a pas le choix, je pense aux accueils d'urgence de la crèche. Voilà, donner du sens, ça ne résout pas tout, mais ça permet de comprendre pourquoi on a cette difficulté. Mieux l'accepter, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un début qui permet en tout cas de commencer à mieux l'accepter. Ce n'est pas pour ça qu'elle est plus vivable, mais enfin, elle est un peu plus vivable, mais ce n'est pas pour ça qu'elle est complètement vivable, mais c'est un premier point. Et puis effectivement, être prêt à se remettre en question, en fait, à remettre en question l'organisation du travail, sans nier les contraintes auxquelles on peut être exposé. Mais effectivement, Nathalie parlait d'expérimenter. C'est compliqué de trouver la bonne organisation dans beaucoup de structures, surtout quand on travaille de l'humain. Donc le fait de pouvoir se dire on teste pendant 3 mois une organisation, même si c'est des détails, hein, ça peut être là pour la crèche, l'idée c'était peut-être de changer l'horaire d'ouverture de 1/4 d'heure, ça ne change pas grand chose, mais sur les plannings, 1/4 d'heure au moment des transitions, des coupures, ça peut du coup créer des temps de communication qui vont après, dans un second temps, faciliter en tout cas la réalisation du travail. Et puis surtout, comme on disait, la charge de travail, ça veut tout et rien dire. En termes de méthodologie aussi, souvent ce qu'on a, et pas que sur cette question-là, c'est la fameuse situation problème de l'ANACT. Mais voilà, moi quand j'ai quelqu'un qui me dit j'ai trop de travail, ma question c'est ok, expliquez-moi, donnez-moi un exemple d'une situation où vous avez ressenti trop de travail. Et c'est là où on peut commencer à détricoter, à analyser. D'accord, il y avait tel et tel service impacté, telle et telle information en attente, tel aléa qui n'était pas prévu dans l'organisation de travail. Voilà. Et à partir de là, on a du concret. Voilà, donc toujours avec ça. Et puis effectivement des outils, des modes d'animation un peu plus ludiques, hein, parce que dans ces 2 journées-là, on a fait des journées globales un peu, pas séminaires, mais c'était un peu ça pouvait s'y apparenter, où on avait différents outils et en adaptant les outils. C'est-à-dire qu'entre les 2 interventions, on a eu des outils très variés. Nous, il y avait un questionnaire sur la crise sanitaire et l'impact que ça pouvait avoir sur les équipes, le jeu sur la charge de travail qu'on avait adapté en enlevant certaines cartes, en faisant un premier tri. Et à l'inverse, il y avait un 3e groupe sur le temps de travail, tout simplement.
Et sur l'autre intervention où Nathalie et mon collègue Thomas étaient intervenus, il y avait beaucoup plus d'outils pédagogiques, certains juste pour briser la glace au sein de l'équipe. Mais voilà, des choses très variées. Du coup, c'est ça qui est intéressant, de pouvoir adapter, de toute façon, de manière générale, adapter l'intervention à la demande, aux besoins, mais même les outils, effectivement, avec un côté un peu ludique qui peut faciliter la parole autour de ce sujet-là. Je rajouterais juste par rapport à ces démarches d'accompagnement du changement dans les organisations, ce qui est très important, c'est le portage stratégique en fait, de la structure, parce que c'est vrai qu'on peut accompagner les équipes dans une nouvelle organisation, ça c'est pas gênant, mais il faut vraiment avoir un portage, je dirais, stratégique, voire politique, quand on intervient dans une collectivité. Parce que nous, on intervient à l'instant T, on accompagne l'équipe, mais après, le projet, il va vivre après notre intervention. Et ce qui est important, c'est qu'on sente que derrière, en fait, on a un réel portage, je dirais, de la direction, du manager, et là, c'est essentiel, quoi. Enfin, c'est dans le cadre de nos interventions, on a besoin vraiment d'avoir ce sentiment que finalement, c'est partagé. Enfin, que ce projet, il est porté par l'équipe, mais aussi par la direction. En fait, c'est vraiment essentiel. Et donc, oui, nous, on est vraiment dans des démarches, je dirais, de co-construction. Enfin, on n'imagine pas, on n'est pas là pour, quand on intervient, on n'est pas là pour donner, comment dire, on n'arrive pas avec toutes les clés et toutes les solutions par rapport à la charge de travail, mais c'est vraiment d'analyser l'existant et d'essayer d'avancer pas à pas, en fait, vers une nouvelle organisation, mais en associant vraiment les équipes. Ça, on ne s'imagine pas le faire autrement. Oui, je pense que ça renvoie à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la place que la parole qu'on va pouvoir porter auprès des autres et confronter les points de vue est porteuse d'une façon d'analyser, d'aller plus loin dans une recherche de solutions, de l'ajuster par rapport à ce que l'autre peut lui aussi accepter. Donc cette co-construction, je vous disais tout à l'heure, ça a l'air petit et en même temps, c'est tellement énorme pour commencer à imaginer d'autres lendemains. Vous avez abordé un certain nombre d'outils, ça répond pour partie, mais on va y venir dans la séquence suivante à une question qui était dans la zone de chat sur voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour objectiver la charge de travail. Donc on va y venir. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Si certaines personnes ont des questions à vous poser en complément, vous pouvez toujours le faire dans la zone de chat et on s'en fera l'écho auprès de Thomas et Nathalie. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, donc, pour enchaîner, vous nous avez donné envie de découvrir justement des outils complémentaires pour mener ces démarches-là. Donc, on va en parcourir quelques-uns et même vous faire une démonstration pour l'un d'eux. Donc, je laisse la parole à Hélène. Donc, effectivement, vous avez déjà présenté pas mal d'outils, c'est génial. Donc, ce qu'il faut un peu retenir, c'est que la régulation de là ou des charges de travail, c'est une dynamique continue qui n'est pas fixée une fois pour toutes. C'est voilà, dans un processus de discussion continue et d'amélioration continue qu'il faut en discuter avec toutes les parties prenantes. Et donc, ça doit s'intégrer à la fois dans les pratiques managériales, dans les espaces de discussion au travail, dans le pilotage de l'activité. Donc, voilà, ça ne doit pas être que du ressort d'une seule partie de la direction, d'une seule partie des encadrants ou de la seule utilisation des outils de reporting ou de contrôle de gestion, par exemple. Donc, ce qu'on propose comme modélisation de la régulation, c'est autour de 3 niveaux qui permettent de suivre quantitativement et qualitativement la charge de travail, les éléments qui font charge de travail, de pouvoir ajuster et adapter en fonction des aléas, des évolutions de la structure, les ressources des ressources justement avec cette fameuse balance qui permettent de rendre le travail soutenable et puis de pouvoir, dans un cercle continu, dans un processus dynamique et continu, de pouvoir anticiper en même temps les évolutions prévues ou
on va dire, prévisible de la charge de travail pour éviter de se retrouver dans des situations où on intervient en curatif, mais plutôt être vraiment dans ce processus d'anticipation. Donc, vraiment, ces 3 niveaux-là permettent, avec différents outils et différents temps de discussion et de repères, de maintenir ce processus un peu de discussion collective et d'amélioration, d'ajustement et d'amélioration continue. Donc, comme on disait, la charge de travail, elle n'est pas le lot d'une seule partie des acteurs du travail. Ça fait intervenir à la fois les parties internes, les acteurs internes d'une organisation de travail, mais aussi les acteurs externes, parce qu'on peut aussi essayer de discuter et de réguler et de jouer sur la charge de travail en fonction des exigences des fournisseurs, des clients, des institutionnels, de tout ce qui peut venir justement donner le sentiment d'une complexité supplémentaire, d'une urgence supplémentaire, de se dire qu'on peut aussi tenter de pouvoir l'analyser sur une chaîne de travail, analyser avec toutes les parties prenantes, on va dire de l'opérateur qui fait le travail, du commanditaire du travail jusqu'à l'usager final ou bénéficiaire du travail. Et donc voilà, donc vous aurez compris que nous on préconise de pouvoir mettre en discussion la charge de travail avec toutes les parties prenantes, sans oublier, et le centre de gestion en parlait, d'intégrer aussi les services RH et les services de santé au travail également. Là, on vous a donné un petit panorama des différents outils que vous pouvez utiliser. Alors, on en a parlé, on l'a vu dans le sondage, vous êtes plusieurs à utiliser déjà les entretiens annuels, les fiches de poste, les projets de service, les procédures qualité, donc tout ce qui va pouvoir permettre d'ajuster et d'agir sur le prescrit du travail, donc sur ce qu'on me demande de faire. Pour agir sur la charge réelle, on peut vous proposer des outils d'analyse des situations problèmes. Donc, ça aussi, le centre de gestion en a parlé, mais aussi des outils tels des chroniques d'activité ou des comptes d'activité qui permettent de schématiser en fait les différents paliers de la charge de travail et pour une telle tâche, qu'est-ce que ça suppose comme réalité en fait en termes de charge de travail, en termes physiques, en termes mental, en termes psychiques. Donc ça permet de schématiser un peu ces différents paliers et ces différents temps de la réalité de la charge de travail. Et puis après, ça peut être sous forme d'entretien individuel ou de questionnaire, là, plus pour évaluer subjectivement le ressenti de la charge de travail. Donc là, vous avez un petit panorama qui est évidemment non exhaustif. Et le but, ce n'est pas d'agir que sur un seul levier avec un seul outil, c'est d'expérimenter plusieurs leviers, plusieurs outils pour agir sur les 3 dimensions, la charge prescrite, la charge ressentie et la charge réelle. Donc là, après, vous verrez dans le support qu'on vous enverra, vous avez un peu le détail, la description des différents outils. Donc là, on vous présente par exemple une méthode pour repérer des situations facteurs de charge en analysant la situation, d'où on part. Donc une situation de travail réelle, comme vous l'expliquez aussi le centre de gestion, les conséquences que ça a eu. Et en questionnant au fur et à mesure, et on vous donne des éléments de questionnement, ça vous permet de tirer les ficelles pour, à partir des conséquences d'une situation de travail caractéristique, vous recherchez les causes et vous recherchez les personnes impliquées, les acteurs impliqués, et ce que vous avez pu, ce que les acteurs ont pu ou pas mettre en place pour justement faire en sorte que le travail soit fait malgré tout, mais pas sans conséquence pour autant. Donc voilà, vous avez un premier document qui vous donne un certain nombre d'éléments de questionnement pour analyser une situation de travail problématique. Là, vous avez une représentation de ce qu'on a appelé la chronique d'activité, donc qui permet vraiment de décrire de manière avec des paliers, de manière très schématique, les différents gestes professionnels autour d'une activité. Donc ça, c'est des outils d'ergonomie du travail aussi. Vous pouvez, si vous ne sentez pas d'utiliser, parce que ça suppose un certain mode d'emploi, vous pouvez très bien demander à des étudiants en ergonomie, par exemple, de venir dans le cadre de projets tutorés, vous faire des analyses de postes aussi via ce genre d'outils. Donc, ça permet vraiment de visualiser un peu ce travail réel au-delà du travail prescrit qui est dans la fiche de poste.
Donc là, c'est une autre schématisation de ce que peut représenter une chronique d'activité. Donc, vous avez différentes formes de représentation. Là, je vais passer parce qu'on est... Peut-être juste pour revenir sur la chronique d'activité, il y a effectivement des façons très techniques avec des logiciels adaptés de les réaliser, mais vous pouvez aussi saisir vos équipes de la possibilité de réaliser une chronique d'activité parce qu'un bloc, un crayon, si vous leur donnez les informations pour qu'ils puissent s'en saisir, ils peuvent aussi avoir un premier niveau de décryptage du déroulement de leur activité pour en faire une discussion, une représentation graphique. Vous n'êtes pas obligé de passer par des logiciels spécialisés. Voilà, c'est juste ce petit détail que je voulais apporter. Après, on a un autre outil qu'on appelle la grille de repérage des activités, qui permet, par exemple, là, on vous donne l'exemple pour une fiche de poste de manager, de recueillir, en fait, de détailler l'ensemble sur une mission de manager, l'ensemble des tâches en fait afférentes à la mission et de pouvoir avoir une représentation du coup de l'activité d'un métier, d'une personne qui effectue un métier. Et l'intérêt, c'est de pouvoir partager les représentations. Par exemple, sur une fiche de manager, on peut demander à un manager d'écrire sur son boulot de management du travail le nombre d'heures qu'il occupe à manager les personnes, le nombre d'heures qu'il occupe à élaborer les plannings, à faire de reporting, à participer aux réunions. Donc, il va se dire, voilà, moi, sur ça, c'est 10 heures par semaine, sur ça, c'est 5 heures. Et après, ce qui est intéressant dans la méthode, c'est de se dire, on va demander la même chose à ses collaborateurs ou aux collaborateurs et de se rendre compte que les représentations du travail et donc de la charge de travail afférente sont forcément différentes selon quel prisme on a, quelles lunettes on chausse. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de pouvoir en discuter et de pouvoir se rendre compte que de la réalité en fait du travail de chacun et de pouvoir mieux comprendre, le centre de gestion en parlait aussi, de mieux comprendre la réalité et le ressenti de son propre travail. Et donc, on a pu mener dans certaines structures ces exercices-là de repérage des activités sur une fonction particulière et de comparaison des représentations qui donnent une forme là vous voyez à droite, une forme de spider en fait, donc de toile d'araignée de ce que entre des encadrants ou des salariés, on peut se faire comme représentation des activités du travail et du temps passé, en fait, à faire telle ou telle tâche du travail. Donc ça, c'est des outils. Alors, ça se fait sous format Excel, très simple, hein, mais c'est des outils qui sont prétextes à la discussion, en fait, autour de ces représentations et pour mieux partager les perceptions, mieux comprendre et mieux ajuster de fait le travail. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on a appelé le décompte d'activité. Donc là, c'est quelque chose qui est un peu plus utilisé généralement parce qu'on est vraiment sur des indicateurs quantitatifs par rapport à un acte de travail, une tâche de gestion, de savoir combien de temps, encore une fois, il faut pour faire un bon de commande, combien de bons de commande je fais par semaine, et je suis en fait mes indicateurs mensuellement, hebdomadairement, peu importe. Donc voilà, pour pouvoir justement avoir cette vision de l'évolution de la charge de travail en fonction des situations et des variables. Donc ça, le décompte d'activité, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup plus régulièrement. Encore une fois, ce qu'on vous présente, c'est tous ces outils. Alors, il ne s'agit pas de tous les utiliser, bien sûr. Il s'agit d'utiliser ceux qui vous parlent le plus, ceux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise et de pouvoir varier, encore une fois, les méthodes pour ne pas agir que sur un élément ou une dimension de la charge de travail. Et enfin, l'entretien individuel sur la charge de travail. Donc là, vous êtes plusieurs à avoir dit que vous le faisiez déjà dans le sondage initial. Et donc là, on vous donne un exemple de grille de questionnement. Donc on a suivi une structure, un groupement d'employeurs une responsable qui, toutes les semaines, fait des entretiens spéciaux charge de travail. Donc, elle prend 2 heures avec tous ses salariés par semaine. Alors, de mémoire, ils sont une quinzaine à peu près pour faire des entretiens spéciaux charge de travail. Et a priori, ça permet pas de traiter que de la charge de travail, mais de traiter forcément de tout ce qui va venir en amont ou en aval de la charge de travail. Et donc, on traite de tous les sujets de l'organisation du travail, de la manière dont on ressent le travail. Donc, voilà, c'est des exemples de questionnements qui peuvent vous inspirer si vous souhaitez expérimenter ça.
Peut-être pour finir cette présentation d'outils de mesure, une conversation qu'on a pu avoir entre nous avec nos collègues, de dire alors qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme outil qui pourrait être utile aux établissements qu'on va avoir en webinaire, il y a ça, et puis de se dire au final, une fois qu'on aura complété ces outils avec une vision arrêtée, qu'on aura peut-être conçu une organisation qui tienne compte des indicateurs quantitatifs qu'on a retenus. On va mettre en place peut-être un ajustement d'organisation et il ne conviendra pas non plus, puisque en ne se contentant que du recueil de la dimension quantitative du travail, notamment en unité temporelle, on passe à côté de la charge ressentie. Donc on peut mettre tous ces relevés à la poubelle et recommencer. C'est la raison pour laquelle on vous propose d'expérimenter un exemple d'outil de mise en discussion. Alors, on n'a pas d'action, on n'a pas de marge sur la vente de ce type de jeu dans notre réseau. C'est vraiment pas du tout l'objectif. C'est juste pour vous témoigner d'une pratique qu'on a régulièrement sur ce jeu. Tu veux le présenter, Hélène? Le principe du jeu? Non, tu peux continuer. Je continue, oui. Donc, vous avez là un jeu de cartes. Un jeu, alors c'est un jeu de 4 familles sur ce coup-là. Vous avez la famille anticipation et planification. Vous avez la famille évolution et suivi de la charge de travail. La famille ajustement et la famille cadre et moyen. Dans ces familles-là, vous avez bien sûr le grand-père, le petit frère, etc. Bon, bref, vous avez un certain nombre de cartes qui permettent finalement de se questionner globalement sur la charge de travail pour pouvoir faire un état des lieux rapide et de balayer le sujet dans tous les coins possibles qu'il peut recouvrir. Et pour mettre ces cartes en discussion, vous avez des totems. Donc, vous avez le totem c'est inexistant, mais c'est souhaité. Vous avez le totem c'est existant et c'est satisfaisant. Le totem c'est existant, mais à améliorer. Et puis, le totem c'est inexistant, mais à ce stade, ce n'est pas adapté dans notre organisation. Et tout le principe du jeu, qui est sérieux quand même, c'est un jeu sérieux, c'est pour chaque carte en fait de collectivement partager le point de vue qu'on a. Si je prends la première que j'ai sous les yeux, possibilité de discuter, adapter les procédures en cas de surcharge, tu dirais toi que c'est plutôt existant et satisfaisant, etc. Donc on va chacun dans le collectif, dans le petit groupe, dire moi j'estime que c'est existant et satisfaisant. On va donner un exemple de situation et on a des petites réponses des items qui nous sont proposés pour penser à des choses. Et moi, je vais dire c'est existant et satisfaisant pour telle raison. Et l'autre en face va me répondre je ne suis pas d'accord avec toi parce que regarde, la semaine dernière, il s'est passé telle chose. On a prévu avec Hélène, au regard de nos grands talents d'actrice qui augurent probablement une reconversion dans le domaine du théâtre, de vous faire une mise en situation parce que vous êtes trop nombreux pour qu'on puisse jouer avec vous, mais on est en capacité de l'animer dans des groupes plus petits si vous en avez le souhait. On va vous faire, on va simuler un exemple d'échange qu'on a pu entendre ou qu'on a pu travestir évidemment et pour que vous voyez comment la mécanique s'installe. Donc, on est dans un restaurant avec des salariés, des serveurs, un barman, des gens qui sont à la caisse pour faire l'encaissement des consommations, des repas, etc. Et Hélène et moi, on est toutes les deux salariées en charge du service en salle. Et donc, notre chef a fait venir l'ARACT, mon Dieu, et nous a demandé de jouer à ce jeu. Et donc, première carte qui nous tombe entre les mains, la carte anticipation et planification, et on nous demande si vous devez estimer la prise en compte des impacts des transformations sur la charge de travail, vous diriez que c'est existant, satisfaisant, inexistant mais amélioré, etc. Et donc, on a des suggestions. L'évolution de la charge de travail est estimée lors de projets de transformation ou l'intégration de nouveaux outils et méthodes. Alors, Hélène, toi, tu en penses quoi, la prise en compte des impacts des transformations sur la charge du travail?
Bah écoute, moi je trouve que c'est plutôt existant et satisfaisant, d'autant plus depuis qu'on nous a mis à disposition le terminal de paiement à distance. Voilà, ça permet justement de gagner du temps sur l'encaissement, la prise de commande, tout ça. Donc sur ma tablette, je peux prendre les commandes directement, je peux encaisser. Moi, ça me va, hein. Moi, je trouve qu'on gagne du temps et puis en plus, c'est plus sympa. On reste avec les collègues. Quand on est à l'extérieur, en plus, c'est agréable quand il fait beau. Pour moi, c'est satisfaisant. Ouais, bah, moi, je n'ai pas tout à fait le même avis que toi parce que je me souviens de la semaine dernière, il faisait, voilà, il y avait quand même un petit peu de monde en terrasse en particulier. Et depuis qu'on a mis ces outils, alors c'est vrai, en termes d'image, c'est moderne, ça, je ne peux pas dire, hein, le sans contact, paf, paf. Mais par contre, tu as remarqué quand même que le Wi-Fi n'est pas très bon, qu'on est un peu dans une zone blanche quand on est sur la terrasse. Donc, bah, moi, je me suis retrouvée à patienter auprès du client parce que le débit ne passait pas pour l'encaissement de ces 2 consommations. Lui m'a fait une remarque en disant c'est un peu long. Les autres clients attendaient pour payer leur addition. Donc, je me dis que je ne suis pas certaine quand même que l'introduction de ces terminaux numériques, ce soit vraiment une bonne idée, hein. Moi, je dirais que c'est existant, mais c'est à améliorer, quoi. Ah oui, tu trouves? Enfin, je ne sais pas comment on faisait avant quand ça n'existait pas. On utilisait le carnet de commande et le carnet de souche. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, ce truc-là. Je suis retournée en salle pour aller chercher justement le carnet de commande à l'ancienne, quoi. Je Euh, pense que les clients peuvent comprendre. Ouais, ça, je suis d'accord, mais c'est que moi, je ne sais pas m'en servir en fait du carnet de commande. Donc, les patients, les clients, pardon, qui ont une posologie, un menu, je veux dire, à apprendre, bah, du coup, je ne sais pas m'en débrouiller si je n'ai pas accès au terminal numérique. Donc, peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à me servir du carnet à souche et que je puisse le dire aux clients, alors que exceptionnellement, je vais encaisser de manière plus traditionnelle. Ah bah d'accord, bah oui, j'avais pas pris conscience de ça en fait. C'est vrai que comme tu viens d'arriver, c'est vrai que on t'a sûrement pas formé à ça, vu qu'on a eu l'outil quand tu es arrivé. Si tu veux, on peut prendre un temps. Alors je suis d'accord, c'est vrai que dans ta représentation, c'est existant, mais pas satisfaisant. C'est normal qu'on n'ait pas les mêmes représentations. Et puis en 5 minutes, je te montre comment on l'utilise, et puis comme ça, tu pourras voilà, réguler en fonction des situations, pas de problème. Ah ouais, ça me rassure parce qu'en plus, j'étais même pas sûre de bien faire mon travail avec ces histoires de terminal numérique. Donc, si c'est d'accord avec le patron, bon, ben moi, ça me va. Du coup, j'encaisserai selon cette procédure alternative quand ça ne marche pas. Clap de fin, Hélène? On a assez souffert comme ça. Bon, voilà, pour vous donner un exemple de conversation qui, voilà, là évidemment on simule une conversation, mais c'est quand même très proche en fait des échanges que les personnes peuvent avoir autour de ce jeu-là. C'est peut-être pas toujours aussi tac tac, voilà. Mais finalement, ça permet à partir de situations qu'ils vont chacun retranscrire comme réellement vécues, de se mettre d'accord sur ça va, ou il y a des choses qu'on peut faire mieux pour que tout le monde le vive bien, et que ça contribue à réguler la charge réelle, la charge ressentie. La charge réelle, c'est le temps d'attente des clients. La charge ressentie, c'est le sentiment de ne pas satisfaire correctement le client. Et bon, voilà, si on a pris cet exemple-là, c'est une transposition malhonnête d'une situation dans un hôpital où les ordinateurs qui se trouvent dans les couloirs se trouvent dans une zone blanche et on n'accède pas à la posologie des patients correctement. Donc, comment faire bien son travail? Donc voilà un exemple d'outil qui permet derrière, on vous a mis un petit exemple de plan d'action en fait, de caractériser les pistes. Alors, une fois qu'on a balayé toutes les cartes, il y a plein de choses qui sont sorties. On ne va pas pouvoir tout faire. Et ce qu'a très bien retranscrit Nathalie et Thomas, c'est le fait de pouvoir prioriser des choses qui sont des actions faciles à mettre, immédiates, où on va avoir une victoire rapide, et puis des choses qui sont plutôt des courses de fond, mais de se dire, voilà, en priorité, on va traiter ça. Dans un second temps, on pourra travailler là-dessus. Peut-être auriez-vous une question sur mais les gens ne se mettent pas à
finalement à être en conflit de l'expérience qu'on a de l'usage de ces jeux à partir du moment où on est centré sur des situations de travail réellement vécues. Elles ont vraiment existé. Le ressenti qui s'y attache est réellement celui de la personne. Donc, c'est plutôt dans l'échange entre les individus que tout ça va se réguler, en fait. Et que peut-être, si quelqu'un a une posture plus revendicative sur un sujet, les autres vont renvoyer une autre réalité et finalement que ces ressentis vont pouvoir s'ajuster à partir du moment où on définit des actions qui en découlent. Fort de cette petite démonstration, nous avons un panorama de leviers possibles qui peuvent vous aider à imaginer ces pistes d'action, à stimuler la réflexion au sein des groupes. Donc dans le support que vous recevrez, vous pourrez en prendre connaissance tranquillement. Il n'est pas question de le détailler avec vous, ce serait assez fastidieux, mais voilà, c'est une façon assez générique et exhaustive de balayer les différents leviers. Ce qu'on peut vous dire en guise de synthèse et d'ouverture aux échanges et aux questionnements que vous pourriez avoir, je pense que vous l'avez compris, c'est que ce sujet fait partie d'un des incontournables qui font qu'on a le sentiment de passer de bonnes journées dans notre travail, qu'on a envie de revenir le lendemain et qui fait qu'on ressort de notre activité avec une sensation d'état de forme global satisfaisant. Donc, c'est intimement lié aux questions de qualité de vie et des conditions du travail, que cette mise en discussion de la charge du travail, elle doit se faire. On avait des questions tout à l'heure dans la zone de chat sur comment dépasser la question des moyens humains, qui effectivement est probablement des sujets d'inquiétude dans votre secteur d'activité. Eh bien, en fait, si on accepte de discuter collectivement sur les moyens de diverses natures, qui soient soit des effectifs, soit des ajustements d'organisation qui sont iso-effectifs, mais des organisations alternatives. Si on accepte de travailler sur les questions de compétences, de remplacement entre personnes, etc., on va ouvrir des possibilités complémentaires, ce qui ne veut pas dire que parfois, la question des effectifs restera une priorité à défendre dans certaines circonstances. Si tu permets, vas-y, parce que justement, j'avais vu cette question et je voulais aussi rebondir dessus parce que c'est vrai que c'est une question fréquente, la question des effectifs et effectivement, et comment permettre aux équipes de dépasser on n'est pas assez nombreux. C'est vrai que nous, on intervient toujours à effectif constant parce qu'on sait que vu le contexte budgétaire, mais dans la fonction publique territoriale, mais dans les autres aussi, on peut pas se permettre de préconiser plus d'effectifs, même si parfois ça peut pas être intéressant. Mais je pense que c'est pas pour ça qu'il faut éviter la question, parce que ce matin justement j'étais sur une intervention RPS et c'est ça un des éléments, c'est voilà, on n'est pas remplacé, on est en tension, on est en sous-effectif et du coup ça crée de l'absentéisme. Et après c'est un cercle vicieux. Alors bon, c'est vrai que moi j'aime bien mettre les deux pieds dans le plat, mais je pense que voilà, c'est vraiment un sujet à traiter avant que justement ce soit source de tension. Et voilà, et c'est un peu ce qui est expliqué là, c'est pour le dépasser, c'est d'aller sur des exemples concrets de situations pour définir les mécanismes qui sont derrière. Et puis, alors moi j'ai des parts par rapport à l'outil de l'ARACT. Non, mais voilà, c'est que j'avais eu cette question avant que vous en parliez, quand vous en avez parlé, c'est vrai que le fait que ça balaye l'ensemble des sujets, c'est aussi un moyen de se dire, voilà, quels sont les autres éléments qui sont à côté et qu'on peut traiter. Parce que ça c'est un principe, pour ceux qui sont à la prévention des risques qui le connaissent, c'est-à-dire que pareil, souvent on me dit oui, mais de toute façon, le travail, ça fait mal. On est obligé le travail, ça génère. Peut-être, il y a des risques qu'on ne pourra pas enlever. Si je suis cuisinier, je suis toujours obligé d'utiliser un couteau, je ne peux pas l'enlever. La question, c'est quels sont tous les à côté que je peux traiter, que je peux enlever pour éviter d'aggraver cette situation de tension, de forte charge de travail. Donc, quels sont ceux que je peux enlever et aussi quels sont les facteurs protecteurs que je peux mettre en avant. Parce qu'on va avoir des situations de travail qui peuvent être similaires, mais parfois des agents qui vont bien le vivre et d'autres moins. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, quels sont les éléments de protection qui peuvent être mis pour un peu compenser, le mot est peut-être fort, mais en tout cas contrebalancer et atténuer les effets que peut avoir une situation de tension au niveau de la charge de travail. Merci Thomas. On vous propose un petit temps d'échange si vous avez encore quelques minutes. On est un tout petit peu en décalage sur le
le timing. Donc, on va peut-être départager l'écran et puis vous pouvez activer votre micro et du coup, vous devriez apparaître à l'écran au moment où vous avez une question. Le temps que vous la formuliez, ce qu'on avait envie de vous dire, c'est que nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur, qu'on a envie, et que c'est notre mission de service public, de pouvoir accompagner les entreprises du territoire sur ce sujet-là. Donc, si vous êtes partant, si vous avez besoin d'un peu de compagnie sur ce sujet-là, on est à votre disposition pour construire des parcours d'accompagnement qui permettent d'expérimenter des choses à petite échelle pour commencer. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous sur ce sujet-là. Avez-vous quelques questions? Ça peut être dans la zone de chat, bien sûr, également. Oui, et je vais partager un sondage de fin avec 2 petites questions pour ceux qui sont encore là. Alors, je ne vois pas de questions dans la zone de chat en même temps que le sondage. C'est important pour nous aussi d'avoir votre ressenti, y compris si c'est je n'ai pas forcément envie d'y aller, parce que ça veut dire que nous, on va peut-être compléter, réfléchir à des éléments complémentaires pour soutenir les structures et puis de pouvoir faire valoir aussi auprès de nos interlocuteurs, puisqu'on est sous tutelle du ministère du Travail aussi, quels sont les besoins en fait, des entreprises du territoire. Ça fait partie de notre mission par les interventions qu'on mène et par les sensibilisations qu'on peut animer aussi, de recueillir la perception des structures sur les sujets larges des conditions de travail. Est-ce que ça vote un petit peu Donc oui, ça vote, ça vote. Sur la première question, comment pensez-vous pouvoir agir demain? On a la question des temps de régulation collective qui arrive pour l'instant prioritaire. On a une question sur le côté multifactoriel. Ça touche à plein de facteurs. C'est parfois difficile d'attraper le sujet. On est complètement d'accord avec vous. C'est aussi pour ça qu'il y a besoin d'outillage pour un peu structurer les échanges et la pensée. C'est aussi pour ça qu'on vous situe la charge de travail par rapport à d'autres aspects de la qualité de vie au travail, par rapport à l'activité managériale. Et qu'on vous décrypte la façon dont elle peut être attrapée sur son volet quantitatif, qualitatif, subjectif, objectif, et que vous avez, même si vous n'utilisez pas par exemple le jeu de cartes dans le kit qu'on va vous afficher tout à l'heure sur la charge de travail qui est disponible en téléchargement libre sur le site internet, vous avez une façon de balayer la charge de travail sous tous les angles qu'elle peut recouvrir avec les différentes familles qu'on vous a présentées tout à l'heure. Donc voilà, c'est en faisant un état des lieux, vous allez dans ces différentes catégories d'ajustement, d'anticipation et de cadres et moyens, réussir à trouver des pistes d'action. Et donc, sur la deuxième question, donc pour pouvoir agir, vous êtes quand même un tiers à vous sentir à la fois autonome pour pouvoir agir, donc ce qui est plutôt pas mal, mais aussi en besoin d'être accompagné, d'être soutenu, donc à la fois par votre direction, votre institution, mais aussi sur une démarche d'accompagnement et d'expérimentation, donc pour pouvoir mener à bien la mise en mouvement.
On a une question sur le jeu, qui est un outil qu'on met à disposition ou un outil qu'on utilise seulement nous-mêmes. Alors en fait, vous pouvez acheter le jeu sur le site de l'ANACT. Vous avez un système, vous le mettez dans votre panier et il vous est livré. Donc c'est un outil dont vous pouvez vous saisir tout seul. Il est pas très cher, je crois qu'il coûte 30 € peut-être. C'est le coût de reproduction en fait des cartes cartonnées et de la boîte, etc. Et nous, on ne fait pas de marge là-dessus. Et puis après, si vous ne vous sentez pas à l'aise pour vous en saisir, on peut vous le mettre en main pour que vous puissiez le déployer tout seul ou après vous accompagner pour le déployer concrètement. Alors, on a une remarque soignante depuis longtemps. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la représentation du travail n'est plus la même, une espèce de désengagement. Alors, c'est évident que la représentation de la place du travail dans nos vies a été bouleversée par notamment la crise Covid, mais d'autres éléments qui sont propres à votre secteur d'activité, etc. Je pense aussi que pour avoir envie de participer à des échanges et un groupe de travail, etc., il faut se dire que il va en sortir quelque chose concrètement. Ça veut dire que, comme le disait très bien Nathalie tout à l'heure, si vous avez recueilli un portage par les décideurs du fait que ce sujet est à traiter et qu'on pourra réfléchir à des actions, ça vous permet d'avoir une vision un peu plus concrète et vous dire que s'il y a des choses qui en sortent, on pourra se les approprier. En contrepartie, on a peur. On a peur en se disant les gens vont nous demander des choses qu'on ne sera pas capable de donner, que le manque d'effectifs sera, le fait de combler le manque d'effectifs sera la seule solution envisagée. Je crois que Thomas vous a très bien illustré que si vous avez un manque d'effectifs, c'est un paramètre, mais malgré tout, il y a d'autres aspects à côté qui vont permettre de soulager la charge ressentie par ce manque d'effectifs. Ce ne sera pas magique, on vous l'a dit en introduction, mais c'est des petites avancées qui, mises les unes à côté des autres, vont finir par permettre à chacun de se sentir mieux par rapport à cette charge. Je regarde les autres questions. Non, pas de questions. Le sens au travail qui s'intègre dans un sens plus général autour de notre vie. En EHPAD, le chantier est conséquent, mais il est à traiter. De toute façon, il y avait une personne d'un EHPAD qui m'avait demandé quel était le seuil de turnover à partir duquel on pouvait commencer à mobiliser ces outils. Moi, je dis à partir du moment que tout de suite maintenant, il n'y a pas de seuil de turnover en fait. C'est-à-dire que plus vous allez attendre que les voyants soient rouges, plus ce sera compliqué de commencer à mener des actions d'amélioration. Je suis d'accord sur l'interpellation qui dit qu'il faut libérer la parole, parce que libérer la parole, ça n'est pas forcément ouvrir un espace de revendication, mais c'est plutôt pouvoir dire en quoi ce que j'ai réalisé a été pesant de manière réelle, ressentie, ou que ce soit en surcharge ou en sous-charge d'ailleurs, et comment on peut intervenir sur les facteurs qui ont conduit. Je vous ai raconté tout à l'heure l'histoire de cette personne qui dit « je suis usée ». En fait, si on remonte dans les facteurs d'organisation, il y a des choses à faire avec le collectif, mais encore faut-il pouvoir avoir un espace pour dire « je suis usée ». Je vais Hélène, oui, vas-y. Du sondage. Alors, organise des temps de régulation. D'ailleurs, c'est pas ou, ça peut être et, hein, déployer un projet et une partie dans les démarches outils. Voilà. En besoin de soutien de direction, en besoin de soutien pour expérimenter des démarches. Intéressant. On insérera dans le support les résultats des sondages de tout à l'heure et celui-ci. Et puis, effectivement, un commentaire qui dit les groupes de travail permettent de ne pas subir le travail, justement ce sentiment de pouvoir agir sur son travail en partageant collectivement les pistes que l'on peut avoir. Oui, c'est une des conditions importantes pour réussir.
On va vous libérer en vous remerciant vous déjà pour votre participation et votre intérêt sur le sujet, en remerciant à nouveau Nathalie et Thomas pour leur témoignage, l'ARS d'avoir porté ce sujet sur le devant de la pile, sur le haut de la pile dans ce webinaire. Merci beaucoup. Et puis, on est à votre disposition. On vous envoie le support que nous avons partagé avec vous. Voilà. Hélène, je te laisse peut-être un dernier mot si tu veux. Non, merci à tous et puis voilà, bon courage pour la suite de votre travail et puis au plaisir de vous revoir dans d'autres webinaires et notamment le 15 novembre sur la gestion des parcours professionnels et l'usure. Merci à vous pour cette invitation et cette présentation. À bientôt. Merci à vous et bonne journée, bonne fin de journée à tous. Ouais.